Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. À la présentation, Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, présente donc à la Turquie comme un partenaire précieux du Rwanda, notamment dans le domaine du développement des infrastructures et d'autres secteurs. Le chef de l'État a fait cette déclaration après le tête-à-tête qu'il a tenu jeudi avec son homologue de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan. Les précisions avec Kassim Youssouf. Le président Kagame en visite à Ankara a été accueilli par son homologue Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel dans la ville d'Ankara avec les honneurs réservés aux chefs d'État et de gouvernement. Après les hymnes nationaux des deux pays, les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête, lesquels entretiens ont été suivis de négociations de groupe entre les délégations des deux pays avec la signature d'accords de coopération dans divers secteurs. Dans sa déclaration à la presse, le président Kagame a exprimé encore une fois ses condoléances à la Turquie pour les pertes humaines causées par les récents incendies dévastateurs dans le pays. Il a également souligné que le Rwanda et la Turquie partagent de nombreux points communs, y compris une relation particulière, ce qui, selon le chef de l'État, apportera des résultats concrets, en particulier dans le domaine des infrastructures. Le président Kagame a également salué les investissements turcs et l'aide apportée par la Turquie, en particulier dans la rénovation du stade Amahoro au Rwanda, soulignant l'impact de ces projets dans la région et ailleurs. Il a également exprimé sa gratitude envers l'entreprise turque Suma pour son rôle dans le développement des infrastructures au Rwanda. In the area of infrastructure development, we appreciate Turkey's significant investments. Dans le cadre du développement des infrastructures, nous remercions particulièrement l'investissement des Turcs ainsi que l'aide que nous avons reçue récemment lors de la rénovation du stade Amahoro, qui est l'un des exemples de ce qu'ils ont accompli, sachant qu'il y a aussi d'autres projets en cours de réalisation. I cannot miss thanking a company from Turkey, Suma. Ainsi, je ne peux pas manquer de saluer l'entreprise turque Suma et j'ai également eu l'opportunité de rencontrer ses dirigeants ici. Je tenais donc à les féliciter pour leur rôle dans ce développement des infrastructures dans notre pays, un impact qui se fait sentir également dans la région et ailleurs. De plus, le président Kagame a félicité la Turquie pour ses efforts de médiation en matière de paix et de sécurité, en particulier pour son rôle dans la facilitation des relations entre la Somalie et l'Éthiopie, et a exprimé l'espoir que ces efforts pourraient contribuer à résoudre les problèmes de sécurité en République démocratique du Congo. Mr. President, I want to commend you for your mediation efforts in various conflicts. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour l'énergie que vous mettez dans la promotion de la réconciliation et en particulier, nous vous remercions pour les efforts que vous avez déployés pour rapprocher la Somalie et l'Éthiopie dans le passé. Il est donc possible que vos efforts en matière de réconciliation puissent également contribuer à restaurer la paix et la sécurité dans notre région, notamment en République démocratique du Congo. Significantly involving the Democratic Republic of the Congo. Enfin, le président Kagame a évoqué les problèmes de sécurité mondiaux, soulignant que ces défis devraient inciter les pays à chercher des solutions plutôt qu'à fuir leurs responsabilités.
Lors de cette conférence de presse conjointe avec le président de la République, Paul Kagame, le président Erdogan a fait observer qu'il considère la visite du président Kagame comme une nouvelle étape dans l'approfondissement de la coopération existant entre le Rwanda et la Turquie, ajoutant qu'avec sa stabilité politique, sa paix intérieure et son modèle de développement économique, le Rwanda est un pays africain exemplaire. Le président Erdogan a par ailleurs déclaré que la contribution du Rwanda à l'instauration de la stabilité et de la sécurité en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs est appréciable et qu'il espère que le conflit avec la République démocratique du Congo sera résolu par des moyens pacifiques et que la Turquie soutient sincèrement les négociations directes menées par l'Angola, ajoutant que si les deux parties le souhaitent, la Turquie est prête à fournir tout type de soutien pour le règlement de cette question, ce qui contribuerait à la stabilité et à la paix dans la région des Grands Lacs. Au cours de cette visite officielle, le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont également visité le mausolée d'Anit Kabir, où repose Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la Turquie. L'actualité régionale reste marquée par la situation en République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, alors que les combats opposant le groupe armé M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenus par d'autres groupes armés, continuent de s'approcher de la ville de Goma. Plusieurs étrangers opérant dans la ville de Goma, au sein également des organisations non gouvernementales internationales, ainsi que de Congolais résidant dans cette ville, continuent d'arriver en district de Rubavu, en passant par le poste frontalier baptisé la Grande Barrière, pour fuir le combat qui s'approche de plus en plus de cette ville. D'autre part, malgré cette situation, certains Rwandais ont traversé la frontière tôt le matin pour vaquer à leur occupation commerciale à Goma. Ils indiquent qu'une fois dans cette ville de la RDC, ils ne dépassent pas les zones proches des Birélé et du centre-ville, car aller trop loin mettrait leur vie en danger. Point de vue partagé également par la plupart des personnes qui travaillent sur place. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. Depuis jeudi matin, des bruits de tirs de gros calibre ont été entendus. Ces combats qui ont lieu à Saké, à environ 25 km de Goma, ont poussé certains habitants de Goma en RDC à fuir en traversant la Grande Barrière, un des principaux postes frontaliers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ceux qui se sont exprimés au micro de RBA ont indiqué qu'ils fuient temporairement car la situation à Goma semble complètement figée. Les écoles sont fermées, les marchés ne fonctionnent pas correctement et le bruit des armes est incessant. Malgré le bruit constant des tirs de gros calibre entendus jusqu'à Rubavu, cela n'a pas perturbé la vie quotidienne des habitants de la ville de Rubavu ni des autres zones rurales proches de la frontière. Les habitants affirment que leur travail continue normalement car ils ont confiance en la sécurité du pays. Des tirs d'armes de grand calibre sont entendus et nous avons peur, mais pas tellement parce que nous sommes confiants en nos forces armées. Nous ne pouvions pas rentrer parce qu'on savait qu'il n'y a pas de problème, surtout que tout se passe au Congo, tout en espérant qu'aucun problème ne pourrait pas nous trouver ici. Notre commerce s'est normalement poursuivi. Notre commerçant établi à proximité de Goma, près du Rwanda, vaquent normalement à leurs occupations, mais évitent de s'aventurer trop loin dans la ville. Le maire du district de Rubavu a demandé à la population de rester prudente en ces temps où Goma est assiégée par la guerre. Nous envoyons du sable comme d'habitude et nous ne pouvons pas demander aux Rwandais de ne pas se rendre à Goma parce qu'il n'y a pas de guerre là-bas, mais ils doivent user de leur perspicacité et chaque fois penser à ne pas se rendre où leur vie serait en danger. Et puis, ceux qui passent par des frontières illégales, nous leur demandons de faire attention et emprunter les voies légales.
Le maire du district de Rubavu a précisé qu'aucun réfugié n'a encore été accueilli pour le moment, mais que ceux qui viennent au Rwanda entrent légalement. Cependant, si la situation continue de se détériorer, ils sont prêts à les accueillir. Les combats qui opposent le groupe armé M23 au FARDC et à d'autres groupes armés alliés se poursuivent dans la vallée reliant le Rwanda à la RDC, ainsi que dans d'autres zones proches des portes de la ville de Goma. Pour bien décrypter cette situation à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, nous avons reçu un invité dans ce journal. Merci à vous, Tite Gatabazi, qu'on ne présente plus. Hein. Merci beaucoup. Spécialiste de la région de Grand Lac, juriste de formation, journaliste. Bienvenue donc à cette édition. Alors, dites-nous, quelle est la situation réelle dans la ville de Goma ? Il y a une grosse panique parce que le combat se passe autour et à proximité de Goma. Hier, il y a eu ceux qui ont les moyens, les fonctionnaires, les commerçants, ont évacué leurs familles vers Kinshasa. Il y a eu un mouvement des avions à l'aéroport de Goma qui est inhabituel. Et puis il y a la panique. Il y a beaucoup de rumeurs, on entend des coups de feu à proximité. Et donc, raison pour laquelle, je crois, les gens se rendent à Rubavu. Mais il faut préciser pour ce qui est de Rubavu, beaucoup de gens qui travaillent à Goma viennent vivre à Rubavu depuis maintenant de longues années. Donc, à cause justement de l'insécurité. À cause de l'insécurité, beaucoup d'expatriés, beaucoup de Congolais vivent à Rubavu, leurs enfants étudient à Goma et rentrent passer la nuit en sécurité à Rubavu. Alors, revenons sur le plan militaire. Hein. Quelles sont les positions des belligérants sur place? Où se trouve la ligne des fronts selon vos informations? Écoute, le général Chirimwami est tombé proche de Mubambiro. Donc, Mubambiro, vous êtes presque, vous êtes à Kieshero, vous entrez dans Goma. Mubambiro, c'est le lieu où se trouve le campement de la SADC. Et à côté... Précisons déjà que le général, c'est le gouverneur... Le gouverneur militaire du Nord Kivu. De la province du Nord Kivu, merci. Voilà, oui. Et donc, qui était parti pour inspecter et remonter le moral à ses troupes. Et cette zone-là, vous avez la partie où vous avez les FARDC, les FDLR, Ouazalendo, les mercenaires. Et puis, juste à côté, vous avez le camp de la SADC. Et à côté, la partie Lac Vert, Mugunga est sécurisée par la MONUSCO. Et comment on peut expliquer justement un gouverneur d'une province, de surcroît un général, sur un terrain soi-disant qu'on peut déclarer qui est contrôlé par les forces du gouvernement, comment cet incident a pu arriver? Ça arrive parce que vous avez des dysfonctionnements au sein des FARDC, parce que vous avez de la concurrence, des égos entre les généraux. Il y a un capitaine qui, parce qu'il est de telle tribu, ne respecte pas les instructions du général qui est de telle tribu. Je rappelle que Chirimwami, il est de l'Est. Son nom, quand vous entendez, ça sonne Bushi. Et donc, on racontait que les subalternes qui sont plutôt de la tribu du président et de la maison militaire du chef de l'État ne le respectaient pas beaucoup. Souvenez-vous du carnage du 30 août 2022, où c'était la garde présidentielle. Il y avait le gouverneur militaire Ndima qui, semble-t-il, n'était pas au courant des opérations de la garde présidentielle. Donc vous avez comme ça cette cacophonie qui caractérise les institutions congolaises, il n'y a pas que l'armée. Et deuxième chose, je crois que le système de renseignement est défaillant.
tout général qu'il est, tout gouverneur de province qu'il est, il ne pouvait pas se rendre à Mubambiro en sachant très bien que le M23 est, en tout cas, occupe Sake. Son escorte n'était pas vraiment l'escorte d'un général qui va sur le front. Et donc, tout ça fait qu'on se pose quand même des questions sur à la fois le déplacement, sur le renseignement et sur les opérations des FARDC et de ses supplétifs. Et qui contrôle, si vous avez cette information, cette partie où s'est rendu le général? Ce sont les forces de Kinshasa? C'était a priori les forces de Kinshasa où il y a eu il y avait des militaires. Dans la vidéo, on voit bien qu'il est en train de discuter avec des militaires. Mais ils n'ont pas regardé la distance qu'il y a entre là où il était et là où se trouvait le M23. Mais dans la vidéo qui est venue ce matin d'un de ses proches, qui dit que le général a été attaqué, c'est son convoi qui a été attaqué. Donc on a tiré sur son véhicule. Et lequel véhicule n'est pas blindé. Et c'était la zone où était censée être la MONUSCO. Et donc voilà, on dit qu'il a été gravement blessé, mais il n'est pas décédé. Ouais. Alors, le combat se rapproche de la ville de Goma. Les signes sont là. On a vu même dans certaines images de convois de la MONUSCO qui quittaient la ville. Vous allez peut-être nous dire pour quelle destination, si vous avez cette information. Et puis, il y a ces silences assourdissants de Kinshasa face à cette situation. Et on avait l'habitude de voir le ministre Mouyaya. On a l'habitude de voir le porte-parole de FARDC, le général Kenge, mais c'est vrai, vous avez vu qu'on a beaucoup gesticulé avec la prise de Massissi Zone. Avec la prise de Ngungu, c'était nous y sommes, nous n'y sommes pas, nous avons repris, on nous a chassés. Quand Lumbishi tombe, on commence à baisser dans la communication. Quand Minova est pris par le M23, ils évacuent c'était un centre où il y avait des FDLR. Donc le matériel qu'on a pu récupérer, on l'a chargé sur un bateau qu'on a évacué sur Goma. Et donc après Minova, je crois que quand les combats se passent à Sake, on voit bien que le M23 entre dans Goma. Et c'est vrai, Kinshasa, silence radio, même pour le décès du général Chirimwami, on n'entend rien. Et donc, je crois qu'il y a un gros désarroi à Kinshasa. Le président était absent. Encore une fois, il était à l'étranger. Et donc, on annonce en grande pompe son retour comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire pour qu'un président rentre dans son pays. Et même que le président Kamere a droit aux honneurs de dire qu'il était très loin dans une réunion de parlementaires et que compte tenu de la situation, de la gravité, il est quand même rentré au pays. C'est la seule communication qu'il y a du côté du gouvernement, mais entre-temps, je crois que vous avez suivi, le porte-parole politique de l'AFC a dit, compte tenu de l'appel de la population de Goma et ses environs a longtemps souffert. Et maintenant, on vient la libérer. Le coordonnateur, Corneille Nangaa, a dit calmez-vous, on arrive, on va vous libérer. Et je crois que le président Bissimwa a dit la même chose. Et donc, Goma est à portée de main du M23. Oui, entre-temps, certaines rumeurs indiquent que les généraux du président Tshisekedi auraient demandé à ces derniers de négocier avec le M23, tellement que la situation était intenable. Est-ce que ces rumeurs sont d'abord confirmées ou le président Tshisekedi qui reste campé sur ses positions, malgré les revers à revers qu'il subit sur le terrain? Est-ce que vous avez des informations sur ces rumeurs? Oui, cette lettre a été signée il y a 2 semaines. Hein. Je crois qu'après la chute de Massissi Zone, c'est les généraux du renseignement et les généraux des FARDC
qui se retrouvent, qui sont sur le front et qui constatent qu'ils ne pourront pas vaincre la détermination du M23. Et donc, ils se jettent comme ça à la mer et ils écrivent au chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, pour lui donner la situation sur le terrain, pour lui donner la situation des FARDC qui n'est pas brillante, pour lui expliquer qu'il n'y a pas de morale au niveau des troupes, ils ne sont pas payés, ils n'ont rien à manger, cette cacophonie-là. Et qu'il est peut-être temps qu'ils s'inscrivent résolument dans la démarche de Luanda, mais sur le plan politique, on a vu la réponse aussi. Quand le président s'adresse aux diplomates accrédités à Kinshasa, il dit qu'il est hors de question, il appelle même ça une ligne rouge. Quand le ministre Mouyaya va sur le plateau de TV5 et de France 24, il confirme ce que le président a dit. Et donc, c'est vrai qu'il campe à la fois dans le déni de réalité, ce que les généraux lui disent. Il campe dans la recherche de boucs émissaires. C'est jamais nous, on est responsable de rien, c'est les autres. Et regardez bien ce que dit Mouyaya, qui montre bien l'état d'esprit. On tend la main vers la communauté internationale. C'est vraiment infantilisant le discours de Mouyaya. Nous attendons tout de la communauté internationale, nous demandons à la communauté internationale, nous attendons de la communauté internationale, comme si en interne, on était responsable de rien. Bien, on est spectateur de... Ils assistent, mais ils sont aussi... vous savez, cette cécité, refuser de prendre acte de la situation, avoir un discours contradictoire. Tantôt, le M23, c'est des Congolais, tantôt, ils sont venus à Kinshasa, le ministre Gilbert Kankonde les avait reçus, il en a parlé brièvement, rapidement, et donc, cette façon de chercher, je crois, à délégitimer la cause du M23 a échoué. Cette façon de jeter la responsabilité sur le bouc émissaire, ça ne prend pas. Et là, on est au pied du mur, il va falloir qu'ils prennent les responsabilités. Merci beaucoup à vous, Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie. Aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste de la région de Grand Lac. Nous vous remercions de cet éclaircissement par rapport à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Merci. Nous poursuivons avec vous l'actualité nationale pour signaler que des ambassadeurs d'Allemagne, de France et de Luxembourg au Rwanda étaient jeudi en district des Gakenke afin de visiter et inaugurer des projets financés en commun et mis en œuvre par l'ODA. Parmi les projets visités, on trouve l'école primaire des Kalama qui dispose de 9 salles de classe rénovées. Kassim Youssouf nous fait le point. Ces projets, notamment le centre de santé de Ruteka qui a coûté 339 859 000 francs rwandais et la rénovation de l'école primaire de Karama dans le secteur de Janja pour un coût de 357 988 000 francs rwandais sont soutenus par la coopération allemande à travers le programme commun Pro-Poor Development Basket Project Fund. La population locale affirme que ces projets ont contribué à améliorer le niveau d'éducation et à promouvoir le bien-être social. Le gouverneur de la province du Nord a souligné que ces projets témoignent des changements tangibles dans la vie des habitants du district de Gakenke et il a promis que des efforts seraient faits pour protéger ces infrastructures. Vous avez entendu que les ambassadeurs avec lesquels nous étions ensemble ici ont approuvé qu'ils vont chercher d'autres moyens pour combler les lacunes observées, notamment là où les salles de classe ne sont pas suffisantes, où les cuisines dans certaines écoles ne sont pas de bonne qualité et pour tout ce dont on a besoin. Ce qui est essentiel, c'est que les habitants comprennent qu'ils sont les premiers bénéficiaires parce que nous, en tant que dirigeants, nous avons approuvé que nous puissions jouer un rôle concret pour que les activités puissent être accélérées, surtout que le budget est disponible et que ces activités soient bien gérées.
La directrice générale de l'ODA a fait savoir que ce programme continuera également à contribuer à divers autres projets car les partenaires continuent d'ajouter des fonds. L'ambassadeur de France au Rwanda a salué la manière dont l'aide apportée est utilisée et l'impact qu'elle a eu sur les conditions de vie des habitants tout en promettant une coopération durable. C'est l'objectif de cette visite donc avec ma collègue allemande, également la chargée d'affaires du Luxembourg, c'était de voir la manière dont les fonds qui sont alloués à la fois par la coopération allemande, par l'Agence française de développement, puis par LuxDev, qui est l'opérateur luxembourgeois de coopération, étaient utilisés dans le cadre de ce basket fund, ce fonds pour lutter contre la pauvreté dans le district de Gatchenke. Donc nous étions dans le secteur de Janja, on a visité 2 projets, un projet donc de centre de santé, s'adressant notamment, il y avait une maternité, un centre de vaccination pour des soins de base, et ensuite on a visité une école. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que le district de Gatchenke est très, très rural, avec effectivement pas mal de défis, compte tenu notamment de la topographie. Et à l'évidence, il est nécessaire d'avoir des projets en coopération évidemment avec le Minaloc et avec le fonds LODA, qui est le fonds du gouvernement rwandais, à impact rapide, de façon à aider les gens à sortir de la pauvreté, à élever leurs standards. Bon, ça passe déjà par de meilleurs soins de santé, puis aussi une meilleure éducation. Ça, c'est le sens de l'école qui a été réhabilité. Le projet Poor Development Basket Project Fund a débuté dans le district de Gakenke en janvier 2024. Il s'agit d'un projet d'une durée de 5 ans axé sur les secteurs tels que la santé, l'éducation, les transports et la protection de l'environnement dans le but de développer ces districts ruraux à travers le pays. La première phase du projet va se terminer avec le budget de cette année et les travaux prévus dans son ensemble nécessiteront un financement d'environ 80 milliards de francs rwandais, comprenant toutes les activités à réaliser. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Nous vous remercions de votre aimable attention. Excellent week-end à toutes et à tous.